En première, le programme d'EMC, éducation morale et civique, requiert de travailler sur le lien social. Le lien social dans la vie courante et en politique. Il se trouve que dans le contexte particulier de la pandémie et juste après l'assassinat du collègue Samuel Paty, l'ensemble des élèves de la première B et du groupe 2 de la première E du lycée de Saint-Genis-Pouilly, qui appartient à la Cité scolaire internationale de Ferney-Voltaire, a donc fait un travail d'exposé par demi-groupe par rapport au contexte de pandémie qui imposait de venir de manière séparée au lycée. Au cours des travaux, de nombreux exposés ont été réalisés de manière assez qualitative, au point qu'on s'est demandé comment garder une trace, tout en permettant à chacun de s'écouter dans un contexte d'éloignement relatif. Et assez vite, l'idée du podcast est apparue comme étant la solution la plus satisfaisante. Les élèves ont donc été réunis et le projet est né de cette manière avec le soutien de l'établissement qui l'a financé entièrement et le Studio Mo à Lyon. Le lien social, aujourd'hui, il était autant, voire plus sur les réseaux sociaux que dans la vie réelle. Alors, on m'a posé directement la question, qu'est-ce qu'une communauté ? Honnêtement, j'ai compris que j'avais rien compris des réseaux sociaux. Donc nous, on a travaillé sur les youtubeurs et comment le lien social peut être renforcé sur YouTube. On cherchait un sujet qui nous correspondait à tous les membres du groupe et qui nous concernait tous les trois. On a réfléchi à plusieurs centres d'intérêt et on a choisi YouTube. Et aussi parce que c'est une plateforme qui est en constante évolution, donc on s'est dit qu'on aurait pas mal de choses à dire. On a découvert plusieurs choses à travers ça qu'on ne pensait même pas découvrir. On pensait que cette plateforme qui était beaucoup utilisée par nous, qu'on la connaissait déjà pleinement, mais on a vu un côté un peu plus sombre, un peu plus oublié, qu'on a tendance à ne pas voir. On a vu par exemple qu'il y avait des formes d'incitation à la violence sur YouTube et qu'il y avait une part beaucoup plus sombre avec de la discrimination ou du racisme. Et c'est des choses qu'on ne voit pas forcément parce que c'est une plateforme très grande et qu'on ne voit pas toujours les mauvais côtés. Et pas que YouTube, mais aussi sur Internet en général. Par exemple, il y a un YouTuber qu'on a vu qui s'appelait Alex Jones. Et on a vu qu'il avait incité sa communauté à la violence et au racisme, mais pour aucune raison précise ou valable, bien sûr. Et comme il avait une grande communauté, une partie de ceux qui le suivaient se sont mis à discriminer les personnes de couleur, mais sans raison précise ou particulière. Alors, nous, on a choisi de travailler sur le domaine de la politique, sur les réseaux sociaux, en quoi la politique était plus renforcée ou au contraire plus diminuée avec le lien social. Et nous, on a voulu travailler sur ça parce que on ne parle pas assez de politique chez les lycéens, enfin avec les lycéens. C'est plutôt un sujet qui est réservé aux grandes personnes, on va dire. Et on trouvait ça assez intéressant que nous, en tant que jeunes, on puisse aussi avoir plutôt une voix au niveau de ça, de savoir comment le lien social était traité avec les jeunes sur les réseaux sociaux. On a découvert que la politique sur les réseaux sociaux, c'était assez compliqué. On trouve pas énormément de choses et il y a beaucoup d'informations qui sont fausses. On a mis énormément de temps à trouver des informations sur les comptes sur les réseaux sociaux des politiques parce qu'ils sont très peu présents ou alors c'est souvent des comptes qui diffusent des choses qui sont pas vraies. Alors les sources, on les a trouvées sur des sites internet et aussi sur les réseaux sociaux. Donc on est allé chercher les pages Instagram ou Facebook ou Twitter des partis politiques français. On trouvait que choisir la politique, c'était très intéressant parce qu'au lycée, on nous en parle très peu. C'est un sujet qui est presque pas abordé. Et on trouvait que c'était important de commencer à en parler parce que pour certains, ils vont bientôt pouvoir commencer à voter et que c'est un sujet qui nous concerne. On fait partie aussi du MUN, donc c'est Model United Nations. Ça ressemble beaucoup à l'ONU, mais c'est uniquement pour les lycéens. Donc on organise des débats sur de l'actualité politique
Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire cet exposé dessus. Mais j'avais une question. Comment est-ce que la politique, parce que vous avez dit que c'était difficile pour vos recherches en période de Covid, comment est-ce qu'elle a évolué à travers cette période qui est devenue un peu plus digitale? En fait, le problème, surtout comme tu l'as dit, c'était avec la crise sanitaire, donc il y avait beaucoup moins de meetings et de réunions qui étaient organisées justement par ces personnalités politiques. Et ce qu'on avait constaté dans les posts qu'on avait regardés sur les réseaux sociaux, c'était que toutes les piques, les messages un peu haineux, on va dire, que différents partis s'envoient, se transmettent, c'était vraiment dans des phases marquantes de la politique en France. Par exemple, lors des élections présidentielles, ou lors de l'élection des députés européens, ou dès qu'il y avait des phases d'élection en France, c'était particulièrement là où il y avait ces conflits, en fait, ces discours de haine. Et comme on approche des nouvelles élections présidentielles, on a pu constater qu'il recommençait à y en avoir. Donc ces messages de haine, ces relations sur les réseaux sociaux, sur la politique, elles évoluent vraiment, ça va de haut en bas, c'est tout le temps irrégulier, tout simplement à cause des phases d'élection. C'est plus des mouvements qui sont créés en fonction des années. On a remarqué qu'il y avait quand même beaucoup d'affrontements. Il y a énormément de haine sur les réseaux sociaux par rapport au sujet de la politique. Il y a des personnes qui se font harceler après avoir parlé du parti pour lequel ils étaient. Il y a beaucoup d'affrontements, notamment entre le parti politique de droite, donc le Rassemblement national, et de gauche, la France insoumise. Nous qui avons pris le thème de YouTube, on a aussi vu que la politique commençait elle-même à être un peu plus répandue chez les jeunes, notamment après le défi de Macron et de McFly et Carlito, qui YouTube devient une vraie stratégie qui peut peut-être tourner en sa faveur. Donc c'est pas que de la haine non plus. Ouais, c'est vrai que c'est pas que de la haine non plus, mais le problème c'est que en fait c'était très opposé. Il y avait un grand contraste parce que à côté de tout ce qu'on a dit, de tous ces mouvements de haine, tous ces conflits, ces interactions vraiment néfastes au niveau de la politique, il y avait tout un côté aussi, tout un aspect beaucoup plus positif, parce qu'on a vu que ça, justement, c'est à partir des réseaux sociaux que certains partis politiques se donnaient des dates de meeting, se dire à tel endroit, telle heure, on fait une réunion, on parle, etc. Et dans ce cas, c'était plus positif parce que ça rassemblait les gens autour d'une idée commune. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas que le côté haineux, mais il l'emporte beaucoup plus sur le côté positif. Qu'est-ce que vous avez appris des autres exposés? Ça peut être plus rentable d'être sur les réseaux sociaux, d'afficher et de faire des partenariats, plutôt qu'à la télé où toutes les marques de vêtements du style Suprême ou les trucs comme ça font plus de publicité sur les réseaux sociaux avec des influenceurs. Je pense que oui, on pourrait vivre sans, mais je dirais que nous, les jeunes, et avec la situation qu'on a aujourd'hui, je trouve que ça nous aide vraiment beaucoup justement à garder un certain lien, parce que, par exemple, du confinement, du coup, on pouvait voir personne. Donc du coup, pour moi, les réseaux sociaux, c'était le seul moyen de garder contact avec mes proches, mes amis et la famille. Je vais vous parler du thème qu'on a choisi, donc c'est le piratage et le phishing. Pourquoi on a choisi ce sujet? Alors c'est parce que de nos jours, de plus en plus d'utilisateurs utilisent déjà premièrement Internet et puis après toutes les nouvelles technologies. Mais cependant, par manque d'informations, que ce soit des informations qu'on obtient en cours ou à la maison, les utilisateurs ils sont parfois amenés à utiliser, et cela dès le plus jeune âge, à utiliser ces technologies et donc à divulguer des informations sensibles sur leur personne ou sur leur famille. Nous, notre objectif en cours, ça a été de divulguer des idées peut-être qui sont parfois un peu floues pour les autres personnes. Par exemple, parler du piratage, parler du phishing, parler du deep web, du darknet,
Donc notre idée, c'était vraiment d'essayer de sensibiliser les jeunes, même si là, du coup, on était face à une classe. Vous pensez que maintenant, tout ce qui appartient au Darknet, tout ça, c'est réellement une source de danger aujourd'hui sur Internet ? Alors, pour moi, c'est complètement une source de danger. Alors, il y a peu de personnes qui sachent réellement ce que c'est que le Darknet aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prenait l'image, par exemple, d'un iceberg, on a la surface immergée et la surface visible. Donc, la surface visible, on va caractériser ça par tout ce qui est, on va dire, assez sécurisé. Puis après, on a la profondeur de l'iceberg où il y a beaucoup plus de danger. Donc le Darknet, ce serait vraiment la surface la plus immergée possible. Par exemple, le Darknet, il faut voir que on retrouve déjà toutes les personnes qui sont capables de vous pirater quasiment n'importe quel ordinateur, que ce soit même ici sur un lycée ou même les téléphones, oui bien sûr. Mais on peut retrouver par exemple sur le Darknet des personnes qui sont embauchées par exemple pour tuer des autres personnes, pour faire des cambriolages. On peut même retrouver des véhicules totalement super dangereux qui peuvent être armés. Donc pour moi, je pense que les jeunes devraient vraiment être informés. Le problème, c'est que là, le Darknet, c'est vraiment une plateforme qui est extrêmement compliquée déjà, juste pour pouvoir y accéder, parce que le Darknet, c'est vraiment quelque chose de refermé informatiquement. Il faut vraiment des moyens qui sont très poussés quand même, et il faut quand même être assez talentueux, on va dire, en informatique pour y accéder. Donc, est-ce qu'il faudrait sensibiliser les jeunes dessus ? En fait, on va souvent demander quand même une capacité beaucoup trop avancée pour comprendre déjà comment fonctionne le Darknet et comment s'en défendre. Et sincèrement, aucune personne actuelle, je pense, dans n'importe quel lycée serait vraiment capable de se protéger contre ça, parce que c'est beaucoup trop avancé. Le fait de ne pas être informé, ça veut juste dire que quand on va être attaqué, on ne va pas comprendre. Parce que le Darknet, il se trouve un peu de partout, en réalité, vu que c'est dans l'Internet, dans le cloud. Le fait de pas en être informé, ça va peut-être juste nous enlever l'envie d'aller voir ce que c'est que le Darknet, et donc d'essayer d'y accéder, ce qui est extrêmement dangereux. Je pense qu'on peut toujours en parler en cours, par exemple, mais après, il faudrait peut-être pas non plus, s'approfondir dans le sujet, parce que on serait incapable. Enfin, dans tous les cas, en fait, si quelqu'un veut vous pirater, que vous sachiez ou non à quoi vous avez affaire, le Darknet, les pirates seront capables de vous pirater. On a travaillé sur la charité sur les réseaux sociaux. On a choisi ce sujet parce que c'est un sujet important qui est ressorti pendant le premier confinement. C'était devenu difficile d'aider alors qu'on était confinés. Alors plusieurs associations et organisations se sont adaptées et ont créé des plateformes et des cagnottes sur lesquelles on pouvait aider. Pour traiter ce sujet, en fait, on a justement utilisé les réseaux sociaux et on a tiré nos exemples d'expériences personnelles, donc des vidéos YouTube qu'on avait vues, des posts Instagram. Et ça montre que la charité, ça nous touche, nous aussi les jeunes. Et du coup, après, on s'est réparti les tâches et on a travaillé en faisant des visioconférences. Pensez-vous que les cagnottes peuvent être parfois piégeuses et qu'on peut se faire avoir sur les cagnottes et que ça peut amener les gens à se méfier ? Justement, dans l'exposé qu'on avait fait, on avait traité deux sujets qui étaient plutôt positifs. Et on avait terminé par un contre-exemple parce que bien sûr, comme dans tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, il y a toujours des limites et des risques. Là, c'était une cagnotte, il me semble, ils avaient ramassé 30 000 €, c'est ça ? Ouais. Et au final, ils ont prétexté que c'était pour une enfant malade. Et finalement, c'est les parents qui en ont profité. Et la fille, elle n'était pas malade.
Et justement, ça nous avait choqué en fait l'abus de confiance que certaines personnes avaient, enfin d'abuser de la générosité des gens comme ça, et on a trouvé ça dommage parce que ça décrédibilise au final la charité. Il y a des sites spéciaux où qu'il faut se méfier ou encore encourager à aller vers parce qu'ils sont fiables. Je pense que le moins risqué, c'est de se diriger vers des associations, des grandes associations qui sont connues pour leur fiabilité. Par contre, ce qui est plus risqué, c'est vraiment de particulier à particulier. N'importe qui aujourd'hui peut lancer sa cagnotte, et c'est là où vraiment il faut être vigilant et connaître les personnes personnellement pour être sûr de ne pas se faire arnaquer. Ouais, donc plus se diriger vers des grandes associations comme l'UNICEF par exemple, et peut-être moins faire confiance aux petites annonces qu'on voit sur Facebook ou Instagram, des choses comme ça. Alors, on m'a posé directement la question, qu'est-ce qu'une communauté? Pour mes recherches, je suis allé chercher des articles universitaires, donc des étudiants qui font un doctorat en sociologie. Et une communauté, c'est un groupe social dont les membres vivent ensemble ou ont des biens et des intérêts en commun. Donc, on trouve souvent ce mot communauté un petit peu à travers, par exemple sur YouTube, on dit rejoins la communauté de trucs moches, comme ça. C'est vraiment contrebalancé parce que le plus souvent, il faut payer pour pouvoir intégrer tel moyen. Mais dans ces communautés, bien sûr, on a bien sûr le meneur qui fait comme dans notre société, une société d'ordre. Évidemment, il y a pas tout le monde qui a l'argent nécessaire pour payer juste un pseudo loisir d'appartenir à une communauté. Et voilà, c'est un frein et ça a aussi un tri. Le fait de passer par le virtuel et donc par les réseaux sociaux, ça élargit la distance d'une passion commune, par exemple. Et on peut trouver des discussions et des techniques nouvelles, alors qu'elles viennent par exemple de Chine ou même d'Europe. Déjà, on a choisi Instagram versus Reddit parce que c'est deux réseaux sociaux très différents. Instagram, c'est plus un réseau social où tout le monde va montrer ouvertement son identité. Et Reddit, c'est plus un réseau social où on va tous être plus ou moins anonymes. Et en fait, justement, on se pose la question sur le fait de est-ce que justement la violence est-elle plus importante lorsque tout le monde est anonyme ? Donc on a remarqué plusieurs choses déjà. Donc par exemple, Instagram, c'est un réseau social où en fait les gens postent des photos d'eux et donc tout se centre sur eux, alors que sur Reddit c'est plutôt des posts qui ouvrent un peu à la discussion quand c'est intéressant bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de trucs pas vraiment intéressants non plus. Et donc on a remarqué en fait que les gens étaient souvent beaucoup plus ouverts à la discussion et au débat sur Reddit parce que déjà ils étaient anonymes, donc ils pouvaient poster leur opinion et aussi détailler cette opinion et le confronter à d'autres personnes. Donc on a pensé que c'était aussi plutôt intéressant. Alors nous, on a fait un exposé sur le cyberharcèlement. Donc le cyberharcèlement, en fait, c'est quelque chose qui est né en fait avec l'apparition des réseaux sociaux. Donc avant les réseaux sociaux, bon c'est logique, mais il n'y avait pas du coup de cyberharcèlement. Et du coup, c'est présent sur la majorité des réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux. Et donc, ça consiste en fait, ça peut être du lynchage, des insultes ou de la méchanceté gratuite en fait à l'atteinte d'une personne de manière soit régulière, soit juste par un effet de nombre. Et donc, on a pensé que c'était un sujet à aborder parce que c'est quelque chose qui touche particulièrement beaucoup de personnes et qui reste souvent impuni. Donc, malgré les systèmes de signalement, de blocage, etc., mis en place par les réseaux sociaux, c'est vraiment facile de recréer, par exemple, un autre compte ou de servir d'autres personnes pour continuer à harceler des personnes. On s'est penché sur le cas de Mila. Elle avait donc donné son avis sur une religion de manière assez brutale, on va dire. Et ça a beaucoup atteint la majorité des personnes du coup de cette religion. Et même les personnes pas concernées nécessairement, mais qui ont trouvé la manière de le dire assez brutale. Et du coup, ça lui a engendré beaucoup de problèmes. Et ça a posé des questions sur le lien social, encore une fois, parce que c'est des choses qui détruisent particulièrement le lien social, parce que
Là, on a l'impression que nos libertés sont un peu bafouées. On a travaillé sur le cyberharcèlement, sur les réseaux sociaux. On a pris principalement Twitter comme exemple. On a vu que c'était un réseau social, contrairement à la plupart, qui avait très peu de censure, de signalisation et tout. Et l'anonymat est déjà plus présent que sur les réseaux sociaux. Ça peut prendre des proportions un peu plus grandes, par exemple, beaucoup plus grandes pour le coup. Par exemple, il y a une intelligence artificielle créée par... elle était allée sur Twitter, on l'a laissé apprendre un peu du milieu, et elle est ressortie... il me semble qu'elle avait des propos antisémites à la fin. Elle s'était beaucoup imprégnée, elle avait appris autour de toutes les personnes. Donc on a travaillé sur les forums. Et donc pour les forums, on a choisi Discord et Stack Overflow. Stack Overflow, c'était parce que je connaissais bien et un des seuls forums que je connaissais aussi. Et Discord, c'est parce que c'est utilisé par énormément de monde. Pour ma part, j'ai appris que Discord était... depuis longtemps, j'ai cru que Discord était vieux, alors que pas du tout, en fait, puisqu'il date de 2015. Et j'ai donc appris à quel point les réseaux sociaux étaient présents et inscrits dans nos vies, comme si c'était depuis toujours, alors que beaucoup datent de seulement entre 5 et 10 ans, en fait, ce qui est assez récent en y pensant. Honnêtement, j'ai compris que j'avais rien compris des réseaux sociaux. Je suis pas très forte dedans, mais j'avais compris que il y avait un rôle dedans, que les gens ils se parlaient, se communiquaient. Moi, je suis pas très forte en technologie, mais je trouve ça une bonne chose, surtout pendant cette pandémie où on n'a pas pu avoir ce lien social en présentiel. Du coup, moi, c'était en faisant mes recherches sur Stack Overflow, je connaissais déjà bien le forum, mais du coup, je suis tombée sur un réseau plus vaste de la compagnie qui dirige Stack Overflow. Et j'ai découvert qu'en fait, c'était beaucoup plus vaste que ce que je pensais, qu'il y avait plein de sujets qui étaient traités. Et du coup, voilà. Notre groupe a travaillé sur l'impact des réseaux sociaux sur la vie réelle, puisque de manière générale, on voit les réseaux sociaux comme un cercle fermé, c'est-à-dire que ce qui est un débat, par exemple, qui tournera à l'intérieur d'un réseau social, n'aura pas de répercussions sur la vie réelle. Pour contrebalancer ce point de vue, on a aussi fait des recherches sur le cas de Samuel Paty et de Black Lives Matter, et les liens sociaux qui ont été forgés dans la vie réelle ont été d'une nature complètement différente, puisqu'ils ont engendré des hommages, et même si il y en a, on trouve toujours de quoi nuancer ces propos. C'est une mentalité qui soulève la solidarité, cette phrase très bateau de « ensemble on est plus fort ». Après avoir présenté leurs travaux, l'ensemble des élèves a souhaité avoir un temps de partage et de débat. Ici ont été sélectionnés quelques moments qui sont assez vite arrivés sur la question de la censure. Je pense le problème avec le fait de créer un réseau social qui serait basé autour d'avoir du contenu qui serait censuré contre le cyberharcèlement et d'autres choses, ça serait que ça motiverait entre guillemets les internautes à vouloir dépasser cette censure. La censure dont je parlais, c'était une censure qu'on ne pourrait pas franchir. C'est-à-dire que ce n'est pas des règles, c'est de la censure littéralement. Ces censures, si tu veux qu'elles ne soient pas limitantes et qu'elles n'influencent pas sur la liberté d'expression, eh bien dans ce cas-là, ce ne sont pas des censures, car une censure vise justement à supprimer une partie de la liberté d'expression. Et en plus, je pense que c'est
ce n'est pas vraiment une bonne idée de faire ça sur un réseau social qui existe déjà, car ce serait imposer des limites en plus à imposer aux utilisateurs, et ce qui pourrait terminer l'histoire du coup de cette censure par de nombreux utilisateurs qui quittent le réseau social. Si la censure est abusive, là, dans ce cas, oui, je suis d'accord avec toi. Mais si c'est juste empêcher des insultes, empêcher du coup de bafouer les libertés des autres, ça empiète pas sur la liberté d'expression, je pense. On ne peut pas dire que harceler quelqu'un sur un réseau social, dire un message de haine, ce soit une liberté d'expression, parce que comme Emma vient de le dire, notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Non, dans ce cas, la censure est totalement, voire même obligatoire. Après, est-ce qu'elle sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, utile dans le cas où les internautes la dépasseront? Ça, on ne peut pas vraiment savoir. Après, à qui on confère le pouvoir de censurer les propos? Parce que c'est, encore une fois, c'est très subjectif. Chacun pose la limite là où il lui semble juste. Mais il est possible parfois de signaler des commentaires ou des posts en les décrivant comme haineux ou discriminatoires, et du coup ça permet aux usagers de décider eux-mêmes ce qui est une forme de cyberharcèlement ou non. Dans ce cas, il faudrait plutôt la désinformatiser, cette censure, faire en sorte qu'elle ne soit pas forcément automatique, qu'à partir de tel terme utilisé, le propos soit automatiquement censuré. Il faudrait rendre ça beaucoup moins informatisé, et dans ce cas, là, la censure serait plus juste. C'est peut-être de la censure, mais la personne, quand elle a joint le réseau social, elle a accepté d'être soumise à ces règles, donc si elle ne les respecte pas, ça ne devrait pas l'infortuner en fait. Moi, je voulais simplement dire que l'Internet, ou même les réseaux sociaux, comme vous êtes en train de dire, tout ce qu'on utilise actuellement, c'est les limites qui sont fixées sur ces réseaux, sur Internet, c'est l'imagination. Donc pour moi, parler de censure sur un sujet aussi vaste que celui-ci, c'est quasiment presque pas forcément impossible, mais tout dépendra en fait du niveau qu'il y aura derrière l'utilisateur. Plus l'utilisateur va être compétent dans, par exemple, l'informatique, plus en fait la censure sera quasiment impossible, parce que du moment où vous voulez, comme un adolescent voudra le faire, surpasser les limites, il le fera. Donc qu'il y ait des censures ou non, ça dépendra toujours du niveau de la personne qui aura derrière. Je me rappelle dans ton exposé d'avoir vu un commentaire haineux, mais avec beaucoup de fautes d'orthographe. Et est-ce que vous pensez que en fait, l'orthographe et la langue, en particulier sur Internet, va impacter notre crédibilité? Le problème, c'est qu'il y a tellement de violence aujourd'hui que j'ai l'impression que plus le temps avance, plus on banalise justement cette haine, et c'est tout le problème. Je me fais porte-parole des autres qui ont dû partir. La question qui était posée par plusieurs qui ont une bonne maîtrise de l'outil informatique, c'est de dire que robots, censure, appareils de surveillance, reconnaissance des mots, en réalité, ça reste toujours des outils limitatifs, et qu'il faut peut-être penser à éducation des gens sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, à un moment donné, plusieurs d'entre vous ont parlé des compétences qu'il fallait avoir, le fait qu'on était habitué, qu'on connaissait ou pas, qu'on était naïf ou pas, de la même manière que certains se lâchaient ou pas selon le degré d'anonymat. La vraie question, elle est là. Est-ce que les réseaux sociaux permettent... On est dans la vraie vie, ou est-ce qu'on est dans une vie augmentée dans laquelle on se donnerait beaucoup moins de limites? C'était un peu ça aussi sur lequel vous aviez travaillé à un moment donné. Vous avez parlé d'éducation pour les réseaux sociaux. Moi, personnellement, de ce que je pense, c'est que pour l'instant, en tout cas, le système d'éducation n'est pas encore prêt à faire face à ça, à nous apprendre sur ces sujets. On l'a très bien vu, en tout cas personnellement, pendant le confinement, où on a vu certains profs qui avaient du mal, et c'est normal. Ils avaient du mal à utiliser les outils qu'ils avaient à leur disposition, et ils avaient du mal parfois à communiquer des choses. Et donc, je pense pas qu'ils soient encore prêts à nous apprendre des choses, et c'est un peu ça là où il y a le problème, c'est que pour l'instant, l'Internet est quelque chose qui reste relativement inconnu pour beaucoup de personnes et incontrôlable. Mais je pense que l'éducation sur les réseaux sociaux, ça passe pas forcément par apprendre des choses à l'école, mais ça pourrait être juste lire les conditions d'utilisation déjà, et comprendre qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou ne pas faire sur le réseau social, ce que les gens ne font pas la plupart du temps. Ils acceptent sans lire, et après c'est souvent comme ça que ça dégénère, et ils outrepassent des règles dont parfois ils n'ont même pas conscience parce qu'ils n'ont pas lu ces règles. Même s'ils avaient lu les règles, ils les auraient peut-être outrepassées. Et pour revenir sur ce que disait Rémi, moi je pense que c'est pas un problème d'éducation aux réseaux sociaux, je pense que c'est un problème d'éducation tout court en fait.
Moi, je pense qu'il y a aussi un véritable problème, justement, c'est par rapport à ces chartes d'utilisation. C'est la limite d'âge, en fait. C'est que certains réseaux sociaux sont limités à 16 ans, d'autres à 13 ans. Et on va retrouver beaucoup de ces gens qui vont se créer des fausses dates de naissance ou qui vont justement entrer dans ces réseaux. Et du coup, ça va créer un gros problème. Pour revenir à ce que tu dis, moi, je suis tout à fait d'accord, mais dans le sens où le problème, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de, on va dire, parents qui donnent accès, par exemple, aux réseaux sociaux ou tout simplement à des téléphones à leurs enfants, en se disant que ce serait sans danger, qu'ils vont juste s'amuser avec, et que finalement, ces enfants-là, ils vont être énormément, tellement plus facilement influençables sur la haine qu'ils vont trouver, et vont finalement s'identifier à cette haine et justement devenir des personnes violentes alors qu'ils n'avaient rien... Il n'avait pas cette intention-là à la base, en fait. On a vu quand on a fait le cours sur la Silicon Valley, par exemple, vous vous rappelez, c'est que les créateurs, les penseurs, les premiers cerveaux qui ont inventé ces réseaux sociaux ne les donnent pas à leurs propres enfants. Je pense que là, tout est dit quand même. Ça paraît logique parce que du coup, ils connaissent les travers de leur propre création. Et franchement, même si du coup je suis pas créatrice de réseaux sociaux, je les donnerai pas à mes enfants. Enfin, l'éducation d'un enfant, c'est un peu une course contre la montre, car d'un côté, si on lui donne un téléphone et donc l'accès à l'internet, il y a un gros risque qu'en fait l'enfant il s'éduque lui-même par ce qu'il trouve sur internet, et c'est là où dans certains cas ça peut être un petit problème. Et donc c'est vraiment aux parents de réagir, et c'est aux parents de soutenir leur enfant dans cette période. Les contraintes, c'est dangereux aussi. Et en fait, tout simplement, laisser un enfant sur un réseau social, ça peut être dangereux, car du coup, l'enfant, en fait, il va tester ses limites, il va tester son environnement, il va découvrir des choses qu'il n'était pas censé découvrir. Du coup, je te rejoins sur ça. Et du coup, là, on touche à un point de vue de l'autoresponsabilisation et de savoir s'autoréguler. Et le point que tu soulèves notamment, c'est quels sont les acteurs et puis aussi comment on est impliqué dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu prenais ton exemple, toi tu t'en sers à des fins, à des recherches objectives, bien que ça soit très compliqué. La vérité des sources, c'est aussi un autre sujet. Après, je suis d'accord qu'il y a un âge minimum quand même à avoir, mais j'irai pas jusqu'au fait de supprimer en fait l'accès des enfants aux réseaux sociaux, parce que déjà dans le futur, on sera beaucoup plus, la génération prochaine, on sera beaucoup plus justement, vu qu'on a été confronté à ça, on sera beaucoup plus informé sur ces dangers et ces limites, donc on pourra faire de la prévention à nos enfants, leur expliquer, etc. Donc du coup, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, Massimo, et on finit par atterrir sur une question d'équilibre. Sur une perspective du présent, je pense qu'on peut aussi réfléchir à la place de l'adulte dans l'éducation de son enfant, l'enfant dans sa propre croissance, en ce qui concerne les adultes dans leur propre éducation, et puis aussi les réseaux sociaux comme un terrain qui est préparé avec des limites qui peuvent être explorées, mais en conservant, je pense, notamment la censure, puisque tout à l'heure on parlait de où s'arrête la liberté, et bien ce qui paraît assez essentiel.